France Maghreb 2, l'invité de la rédaction. L'invité de la rédaction pour ce soir, c'est un invité qui nous emmène du côté de la Birmanie pour parler d'un peuple apatride, à savoir les Rohingyas. Et nous accueillons pour en parler Nordine Erey. Bonjour. Oui, bonjour Christophe. Vous êtes le président du collectif AMEB. Est-ce que d'abord vous pouvez nous présenter pour nos auditeurs ce collectif donc qui se consacre particulièrement à cette population, l'une des plus persécutées au monde, si ce n'est d'ailleurs la plus persécutée au monde? Absolument. Le collectif AMEB, donc c'est les initiales du Halte au massacre en Birmanie, donc ça porte bien son nom. Il a été créé en mi-2012, suite aux exactions qu'il y a eu contre les Rohingyas juin 2012, donc les premières agressions visibles sur la toile en tout cas, parce que ce conflit existe depuis plusieurs années déjà, depuis une cinquantaine d'années. Alors le collectif il s'est formé autour de plusieurs personnes issues de différentes couches de la société, et le but premier étant de militer pour les droits des Rohingyas. D'abord dans un premier temps, à travers des rassemblements, des manifestations, des conférences qu'on organise également pour sensibiliser le public sur cette question qui n'est pas encore assez bien connue, mais aussi interpeller les institutions représentatives, telles que l'ONU, l'Union européenne, à qui on a déjà eu affaire dans le passé. Et voilà, donc le collectif AMEB il existe un peu partout aujourd'hui, principalement en France, en Belgique. On a aussi une antenne en Suisse et au Canada, dernièrement. Nordine, votre collectif, quelques personnes de votre collectif se sont rendues directement sur place. On sait que c'est pas facile, en tout cas, d'approcher, telle la persécution est importante évidemment, et bien entendu les agresseurs font bien les choses puisqu'ils veulent pas que l'on puisse voir ce qu'ils font. Mais vous avez quand même réussi, votre collectif a quand même réussi à approcher cette population. Qu'est-ce qu'ils ont pu voir? Alors, tout à fait. Plusieurs personnes. Alors, pour pas les citer, il y en a 2-3 personnes. On limite les déplacements parce que, comme vous dites, les déplacements sont très surveillés, et donc il y a des restrictions qui sont imposées vraiment aux portes de la Birmanie, c'est-à-dire aux portes des camps. Et alors, notre premier voyage a eu lieu en janvier 2013 déjà, juste après le constat qu'on avait fait en 2012. Donc on a quand même compris ce qui se passait. On a fait nos petites enquêtes, etc. Donc vous imaginez, à l'époque en 2012, il n'y a pas encore autant d'informations qu'aujourd'hui. Donc on a dépêché quelqu'un sur place en Malaisie pour pouvoir un petit peu converser avec les différentes parties prenantes de ce problème qui est connu en Asie. Alors, donc janvier 2013, on fait un petit déplacement, plutôt un voyage exploratoire sur la frontière de l'État d'Arakan avec le Bangladesh, et c'est là où on a constaté vraiment l'état déplorable d'abord des camps dans un premier temps. Donc il y a une misère pas possible. Les ONG elles sont quasi inexistantes. À part quelques ONG 2 ou 3, ça se compte sur les doigts de la main. Et du coup, on a décidé de partir directement en Birmanie, d'abord en tant que touriste, parce que les autorisations, les licences d'exercice qui sont données généralement aux ONG et sont quasiment inexistantes quand il s'agit d'aider les Rohingyas. C'est vraiment être précis. En Birmanie, il y a des ONG comme Action contre la faim, comme les Médecins sans frontières qui opèrent sur certaines régions de la Birmanie, mais dès qu'il s'agit d'une aide qui est apportée directement aux Rohingyas, là on refuse l'accès parce qu'ils ne les reconnaissent pas en tant que partie composante de leur ethnicité. D'accord. Donc voilà, donc on est parti dans ce contexte-là, et puis pour constater d'abord, pour faire un état des lieux de ces camps-là, et puis voilà, derrière on a mis en place un certain nombre de process pour pouvoir accéder directement dans les camps, en faisant amis entre guillemets avec certains passeurs, etc. Et donc voilà. Mais c'est toujours très difficile d'un point de vue sécuritaire parce que vous avez toute la junte qui vous surveille à longueur de la journée à l'hôtel, vous êtes surveillé, etc. Parce qu'il faut savoir que dans l'état d'Arakan, c'est l'un des plus pauvres du pays, ce qui fait que quand un étranger accède dans cet état-là, il ne vient pas pour faire du tourisme. Il le savent tout de suite, c'est soit un journaliste, soit un espion, etc. Donc vous êtes surveillé, et puis les déplacements sont très limités, mais on arrive quand même à faire pas mal d'actions. Et depuis maintenant 3 ans, 4 ans et demi de notre existence, on a mené un peu plus d'une dizaine d'opérations humanitaires. Mais Nordine, histoire que les auditeurs se rendent bien compte de ce qui s'y passe, parce qu'on n'en parle pas et donc forcément les gens ne sont pas forcément informés. Qu'est-ce qu'il se passe réellement là-bas sur place? De quelle manière sont traités les Rohingyas? De quelle manière sont-ils persécutés? Expliquez-nous un petit peu. Alors,
Premièrement, je pense qu'il faut d'abord poser un cadre. On est d'abord dans un contexte de conflit ethnique, peut-être religieux, mais certains veulent religieux, parce qu'on est en train d'afficher un tableau comme quoi les bouddhistes et les musulmans se battent entre eux, mais dans la réalité c'est faux, totalement faux. Il y a une ethnie qui est victime de ces ségrégations raciales, parce que vous imaginez que les Rohingyas sont légèrement différents physiquement sur la physionomie de la majorité des bouddhistes qui sont plutôt blancs. Donc les Rohingyas sont foncés de peau, du coup ils les traitent de canards, pour dire, c'est un terme péjoratif pour dire voilà, pour les gens de peau noire. Donc il y a déjà ils subissent des actes racistes dans un premier temps, des actes islamophobes, mais vraiment un point très très aigu, dans le sens où on attaque des mosquées, on attaque des villages musulmans. Et puis bien sûr il y a eu pas mal de vidéos qui nous ont été envoyées. On voit carrément des gens qui se font brûler, qui se font découper, etc. Donc ce qui fait que on peut qualifier de cela un nettoyage ethnique. On arrive même à parler de génocide. Alors le génocide, c'est un terme on va dire protégé par une définition de l'ONU, parce que ça implique des responsabilités d'État, ça implique des indemnités derrière, etc. Donc du coup, la plupart des ONG et des institutions humanitaires comme Human Rights Watch, qui utilisent plutôt le terme nettoyage ethnique pour qualifier de ce qui se passe en Birmanie. Donc voilà, ils sont très prudents sur les mots, mais on n'est pas loin du génocide. Mais vraiment. Donc, alors, Nordine, au-delà de tout ça, donc une fois qu'on a un petit peu dressé la situation catastrophique des Rohingyas, vous avez mis en place un point d'accueil du côté de l'Indonésie, c'est ça? Vous travaillez avec les autorités indonésiennes? Comment ça se passe? En Malaisie. En Malaisie, pardon, en Malaisie. Oui. Alors en Malaisie, on a initié un projet parce que à force de faire des opérations humanitaires in one shot, donc en un coup, on se rend bien compte que les Rohingyas ont bien besoin de beaucoup plus que cela. Bien sûr qu'il faut maintenir ces opérations, mais il manque, comme ils sont apatrides, donc ils ont été déchus de leur nationalité en 1982 par la junte birmane, qui les a complètement isolés de la mosaïque des ethnies composant la Birmanie. Donc du coup, ils n'ont droit à rien, pas droit de se marier, pas droit d'éducation, à la santé, etc. Donc, ce qui fait que ça les rend complètement hors système de ce pays-là. Nous, ce qu'on avait fait en place, on a mis en place sur lequel un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans maintenant, un orphelinat en Malaisie, dans une ville qui s'appelle Tapa, à 2 heures du nord de Kuala Lumpur, pour pouvoir accueillir justement les enfants issus de cette minorité qui viennent. Donc, il y a un exode qui existe depuis plusieurs années, où ces ethnies se dispersent un peu partout dans les pays voisins. On l'a vu récemment avec les Boat People. Donc ça, c'est un phénomène qui existe déjà depuis plusieurs années, et on constate aujourd'hui dans les pays limitrophes comme la Thaïlande, la Malaisie, voire l'Indonésie, la présence de milliers de Rohingyas qui commencent encore un chemin de vie encore plus difficile, parce qu'ils ne sont pas reconnus de leur pays d'origine, mais aussi dans le pays d'accueil. Et voilà, donc ils subissent aussi des actes racistes. C'est pas aussi facile que ce qu'on peut imaginer, même en Malaisie. Est-ce qu'on a des chiffres, Nordine, est-ce qu'on a des chiffres à peu près de combien est estimée cette population Rohingya en Birmanie? Alors, le chiffre qui est avancé un peu partout, qu'on voit partout, c'est plus d'1 million de Rohingyas, dont une grosse partie qui est restée au pays. Mais il faut savoir que ces chiffres sont vraiment pas du tout précis, puisque le dernier recensement étatique qui a eu lieu en Birmanie date de 2013, et bien évidemment l'État ne les a pas comptés. Ça, c'est encore une action juridique et très politique, très symbolique pour la Birmanie, pour vraiment officialiser le fait que les Rohingyas ne font pas partie de leur ethnie. Donc ils ne voient pas pourquoi ils vont les compter. Deux questions, Nordine. C'est très peu précis. Deux questions pour finir. Tout d'abord, le fait qu'on ait parlé un peu plus des Rohingyas il y a quelque temps dans l'actualité, au vu de ces embarcations et dans les mers. Est-ce que ça peut aussi aider votre action, ce genre d'actualité, et malgré qu'elle soit tragique, bien sûr, mais est-ce que le fait d'en parler déjà dans les médias, de mettre des mots sur une population déjà apatride, ça peut aider votre action? Absolument. Comme vous dites, on attend toujours des actions tragiques
événements tragiques pour pouvoir parler de la chose. Mais nous, ça nous a mis un petit coup de pouce, puisque cette problématique qu'on défend depuis 3 ans, 4 ans maintenant, on a eu du mal à mobiliser des gens, à faire participer les gens à nos conférences, bien qu'on ait invité des gens, des personnalités, comme Tariq Ramadan, comme la vice-présidente de l'Union européenne, etc. Mais ce qui est arrivé récemment a aidé en tout cas à faire émerger cette cause dans les médias traditionnels, et ce qui fait qu'on est pas mal sollicité justement pour pouvoir parler de cette problématique. Et maintenant les gens, enfin le public commence à prendre conscience qu'il y a vraiment une urgence humanitaire très grave, et puis qu'on assiste à peut-être à un génocide en pleine actualité. Donc les gens, faut qu'ils prennent conscience de cela, et puis voilà. Puis c'est aussi une manière aussi de militer pour ses droits, parce que comme ils sont apatrides, ils ne bénéficient aucun support juridique ni politique. Donc personne ne les reconnaît, donc du coup ça devient une problématique très difficile. Alors on peut parler de ce sujet pendant longtemps, parce qu'on n'a pas évoqué bien sûr Aung San Suu Kyi, qui est le prix Nobel de la paix de cette issue de la Birmanie. Qui est aux abonnés absentes pour parler des Rohingyas. Bien sûr, elle est très prudente pour parler des Rohingyas. Et le mot Rohingya déjà n'est pas un mot qu'ils connaissent, qu'ils ne veulent pas utiliser, parce que c'est officialisé d'emblée. L'ethnie Rohingya comme composante de la Birmanie. Ouais. Donc ils parlent des musulmans, ils parlent de migrants illégaux qui seraient venus de Bangladesh. Donc c'est très politiquement correct chez eux. Et du coup, cette dame est en course, c'est aujourd'hui une femme politique qui est à la course au présidentiel de la fin de cette année. Et donc elle ne voudrait pas, c'est un calcul politique, il ne voudrait pas se mettre à dos une majorité de bouddhistes qui sont hostiles à la présence de cette ethnie. Donc c'est plutôt une manœuvre politique. Nordine Hera, dernière question. Comment peut-on aider votre collectif AMEB pour venir en aide donc à cette population, à ce peuple apatride, rappelons-le? Alors c'est très simple. On a un site internet aujourd'hui. On peut se renseigner d'abord, parce qu'on publie pas mal d'articles d'actualité. Ouais. On a un service de médias qui fait de la traduction d'articles d'anglais et de différentes langues malaisiens, bengali. Donc déjà, en partageant au maximum nos informations sur la page Facebook, etc. Donc il y a une page collectif à Thomas Sackrom Birmanie. Ouais. On publie régulièrement de l'information. Ouais. Mais et puis bien sûr il y a les dons. On a une rubrique, on peut faire des dons aujourd'hui sur le site internet, sur notre site www.collectif-ameb.com, rubrique dons. Donc www.collectif-ameb.com. Exactement. Voilà. Et puis on peut faire des dons directement sur le site internet, et puis nous on se charge ensuite d'allouer au maximum et d'apporter toute l'aide nécessaire directement dans les camps les plus reculés. On voit aucune ONG aujourd'hui intervenir. Nordine, merci en tout cas d'avoir pointé du doigt ce problème aujourd'hui, et donc je vous invite et j'invite tous les auditeurs à se rapprocher de votre page Facebook et de votre site internet, donc www.collectif-ameb.com. Merci beaucoup Nordine Hera. À bientôt. À bientôt. Au revoir. Voilà qui referme ce grand forum pour ce jeudi soir. Merci de nous avoir suivis. Je vous donne rendez-vous demain à partir de 16h. Vous pouvez continuer d'ici là évidemment.